Dans les profondeurs de la Terre, un monde de glace et de concrétion. Des labyrinthes souterrains et des gouffres sans fond. En compagnie de spéléologues, partons à la découverte de ces univers secrets plongés dans l'obscurité. Ravins béants, crevasses et cavités en tout genre, le karst est une région rocheuse du sud de la Slovénie et son relief accidenté trouve son prolongement naturel sous la surface de la Terre. Le sous-sol est donc constitué d'un dédale de failles et de grottes qui s'enfoncent à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Franci Gabrouček et son collègue Borut Peritz s'apprêtent à explorer les mystères souterrains. Franci est physicien, mais c'est aussi un pionnier parmi les spéléologues slovènes. C'est l'un des chercheurs les plus renommés du pays. Il veut percer à jour le système complexe de failles et de cours d'eau du karst. L'objectif de nos recherches est d'approfondir notre compréhension de l'écoulement des rivières souterraines. Le plus souvent, les eaux souterraines sont très peu exploitées et restent entourées de nombreux mystères. L'un de ces cours d'eau est la célèbre rivière Reka, qui s'enfonce dans les grottes de Škocjan et ressort beaucoup plus loin pour aller se jeter dans la mer Adriatique. Elle coule à environ 250 ou 300 mètres au-dessous de nous. L'expédition peut commencer. Nous sommes au printemps, les hautes eaux hivernales sont terminées et les chercheurs peuvent enfin aller relever les instruments de mesure qu'ils ont installés dans les grottes. Le plateau du karst est escarpé. La roche calcaire est difficilement praticable. Chaque pas est délicat. Située entre l'Autriche et la Croatie, la Slovénie est un pays d'une richesse spéléologique étonnante, où les cours d'eau jouent à cache-cache dans un paysage criblé de grottes. Et il en a toujours été ainsi. Des lieux de culte, datant de l'âge de bronze, ont été découverts près de la gorge de Škocjan. La grotte de Škocjan, dans laquelle s'engouffre la Reka, est un site de renommée internationale ouvert aux visiteurs. L'eau creuse la pierre comme nulle part ailleurs dans cette gorge tourmentée. Voici les derniers mètres du cours d'eau de la Reka en surface. Elle se perd ensuite entre d'impressionnants blocs de pierre et disparaît pendant 30 km dans les ténèbres. L'intérieur de la grotte est un univers monumental. Un canyon souterrain de 100 mètres de hauteur qui s'étend sur 6 km de long. Le circuit touristique passe tout en haut, loin de la rivière. Les eaux de la Reka peuvent en effet monter de 5 mètres en une seule minute et remplir la quasi-totalité de la grotte. Les chercheurs vont emprunter les chemins anciens creusés laborieusement dans les parois rocheuses par les naturalistes du XVIIe siècle. La science contemporaine est elle aussi présente sous la forme d'enregistreurs de données automatiques qui consignent en permanence tout un ensemble de mesures sur une longue période. Mais l'expédition commence par une déception. Un des appareils a disparu, il faut en poser un nouveau. C'est une énorme perte. Toutes les données collectées sur la dernière année sont envolées. Cela se produit parfois lors des crues. Le courant de la Reka charrie des pierres et des branches d'arbres qui peuvent aisément arracher au passage le petit enregistreur.
L'engin permet de mesurer simultanément l'évolution de plusieurs paramètres, le niveau de l'eau, sa température ou encore sa conductivité électrique. L'Institut de recherche karstique de Postojna s'est spécialisé dans l'étude de la région. Il existe bien peu d'instituts publics de recherche comparables dans le monde. Franci y travaille depuis 10 ans et s'en félicite. Spéléologue et physicien, il mêle l'utile à l'agréable. Le karst reste mystérieux. Il y a beaucoup d'aspects et de processus que nous ne comprenons pas encore. Par exemple, l'influence de la biosphère sur le karst. Nous ignorons aussi par où passent les courants d'eau qui charrient les matériaux à travers le karst. Malgré le développement de la karstologie au cours des siècles, à bien des égards, nos connaissances sont encore balbutiantes. Franci a décidé d'aller plus loin en injectant les données collectées dans des modèles informatiques sophistiqués. Son collègue, Andrei Mireutz, pour sa part, étudie l'évolution des grottes sur plusieurs millions d'années. Ce géographe, qui travaille depuis 30 ans pour l'Institut, a la faculté de lire le paysage. Et voici justement un paysage hors du commun. Le lac de Czerknica. Tantôt on y pêche, tantôt des vaches viennent y paître. C'est ce qu'on appelle un lac intermittent, l'un des plus grands du monde. Cette vaste étendue marécageuse est un Eldorado pour les oiseaux. 250 espèces sont représentées ici. L'été, le lac est à sec. Le reste de l'année, il couvre 26 km² et est alimenté par les nombreuses sources karstiques qui aboutissent sur ses berges. Dans les forêts des montagnes alentours, se trouve le hameau de Bloška Polica, où vit Alois Trocha. Cet ancien agriculteur est aujourd'hui chargé de veiller sur l'une des plus belles grottes du monde. Krishna Yama, la grotte de la Croix, se trouve en effet sur ces terres. C'est un peu sa grotte, même si en réalité elle appartient bien sûr à l'État slovène. Il entretient un stock de lampes, d'accumulateurs, de canaux pneumatiques et de bottes de caoutchouc. Et il accueille les touristes qui sont de plus en plus nombreux ici. Alois se sent responsable de ce site qui le fascine depuis l'enfance. À la sortie de l'école, on allait souvent faire un tour dans les grottes qui se trouvaient sur le chemin du retour. L'école se trouvait à 4 km d'ici. Forcément, on rentrait un peu tard et bien sûr, nos parents se faisaient du souci et nous grondaient. Ça a été notre premier contact avec les grottes. Alois accompagne toujours les scientifiques qui veulent explorer son fief. Andrei, le géographe de l'Institut de recherche karstique, et son collègue Mitya sont venus pour étudier l'impact des visiteurs sur ce système souterrain très sensible. Sur 8 km de long, se succèdent pas moins de 22 lacs cristallins. Bien qu'il ait déjà exploré plus d'1 millier de grottes, il arrive encore à Andrei d'avoir des problèmes pour allumer sa lampe à acétylène. Mais il ne pourrait pas s'en passer. Voilà 50 ans qu'il explore ainsi les entrailles de la Terre.
Nous croisons un groupe de visiteurs, des écoliers de la région. Les visites guidées s'arrêtent généralement au premier lac. Aloïs a fort à faire pour effacer les bêtises de ses visiteurs. Tout n'a pas pu être réparé. Nous avons pu colmater sommairement quelques stalactites et stalagmites cassés avec du ciment. Et sur le chemin, nous avons effacé des inscriptions laissées par des visiteurs. Quand je constate des dégradations, ça me rend triste. Mais ce qui me dérange le plus, c'est lorsque quelqu'un vient jeter des déchets après nous, alors que tout a été nettoyé. L'excursion en canot débute. Les 3 hommes comptent rallier un lieu mythique, la salle Calvaria, 2 kilomètres plus loin. De leur côté, Franzi et Borut parcourent eux aussi le relief rocailleux du karst. Pour l'instant, ils suivent le tracé souterrain de la Reka jusqu'à la grotte de Kachna située quelque peu à l'écart. Cette cassure dans le paysage marque le début d'un gouffre circulaire qui s'enfonce à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Son nom, Kachna Yama, la grotte aux serpents. Le long de la paroi abrupte, la descente est périlleuse. La grotte a été découverte au XIXe siècle. La grotte est assez profonde. Nous sommes juste au-dessus d'un gouffre de 180 mètres. Il y a 10 ans, je descendais sans même y penser. Mais aujourd'hui, je ne prends plus cette opération à la légère. J'ai des enfants et j'y pense tout le temps quand je descends dans le gouffre. Quand on est père, on devient probablement plus vigilant et attentif aux règles de sécurité. Il faut faire attention aux pierres qui s'effritent pour ne pas blesser la personne qui descend en premier. Il faut aussi prêter attention aux cordes pour qu'elles ne passent pas sur des rebords tranchants. En bref, il faut respecter toutes les mesures de sécurité. Pendant ce temps, Mitya et Andrei atteignent le 3e lac. Aloïs manœuvre le canot avec précaution dans ces eaux peu profondes. Il leur reste encore une dizaine de lacs à traverser. Il faut souvent descendre du canot. Et même marcher un peu. Andrei fait une découverte dans un couloir latéral. Des ossements d'ours des cavernes. Cette espèce a peuplé les grottes pendant environ 200 000 ans et s'est éteinte il y a 10 000 ans. Andrei a trouvé ces os au milieu de concrétions.
Ces dernières se sont donc formées après la mort de l'ours et ont ainsi préservé les restes de l'animal. Cette mâchoire inférieure appartient à un individu déjà âgé. Les molaires sont bien usées car cet animal était herbivore. Aujourd'hui encore, il y a des ours qui vivent dans les grottes, mais ce sont des ours bruns qui viennent faire leur tanière jusqu'à l'entrée. On ne trouverait pas leurs os à une telle profondeur. À 2 pas de là, voici un endroit très apprécié des ours des cavernes. Des générations d'animaux sont venus se lustrer le poil contre ce bloc de calcaire. Pour l'homme, la vie dans une grotte ne serait pas très agréable. En revanche, pour les animaux, les conditions de vie étaient idéales. Pendant l'hiver, ils restaient à l'intérieur en raison de la stabilité de la température, qui avoisinait 8 degrés, alors qu'à l'extérieur, il faisait assez froid. Ici, par ailleurs, l'humidité est constante. Les ours pouvaient entrer en hibernation pour plusieurs mois sans risquer de se dessécher. Retour aux environs de Divača. Au terme d'une longue préparation, Franci et Borut approchent de la grotte aux serpents. Le gouffre est à pic sur 186 mètres et long de 12 km. Il a été découvert en 1890. Ces barres de fer sont les derniers vestiges des importantes recherches d'eau potable menées à une époque pour la ville toute proche de Trieste. D'ailleurs, si Franci et Borut veulent explorer cette réserve d'eau souterraine, c'est aussi parce qu'elle conserve une grande importance de nos jours. Beaucoup de régions slovènes isolées sont dépendantes de l'eau du karst. Étape par étape, les deux hommes vont descendre de 280 mètres. Au loin, on entend couler la Reka. De leur côté, Mitya et Aloïs ont atteint les plus belles salles de la grotte de Krishna. Peu d'humains se risquent jusqu'ici. L'atmosphère est féerique. Ces stalagmites sont vieilles de 10 000 ans. Des concrétions calcaires forment les barrières qui séparent les lacs les uns des autres. Mais ces digues sont très fragiles, et Aloïs constate que l'une d'elles est abîmée. De ce côté, c'est complètement blanc. Ici, c'est probablement la trace d'un aviron, mais je n'en suis pas sûr. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que ça vient des visiteurs. Les minéraux libérés dans l'eau viennent se déposer sur ces digues quand la rivière monte. Les terrasses qui se forment entre les lacs et continuent de croître aujourd'hui encore
sont l'une des particularités de la grotte de Krishna. Mais elles sont en péril, car elles se trouvent sur le chemin des visiteurs de la grotte. Okay, please stay here. You can walk to the stone. Cette concrétion est surnommée le champignon. Son globe s'arrête au niveau de l'eau et est creux à l'intérieur. Voici la salle Calvaria, née d'un glissement de terrain. Elle est hérissée de stalactites et de stalagmites très anciennes et recouverte de roches sédimentaires calcaires. Dans la grotte de Postojna, l'ambiance est, comment dire, différente. Ici, on fonce à travers les concrétions à bord d'un vrai train fantôme. Postojna est l'une des grottes touristiques les plus fréquentées d'Europe. C'est aussi la plus longue de Slovénie. 21 km. En 2 siècles, elle a accueilli environ 32 millions de visiteurs. Et le petit train qui la traverse est le plus long et le plus ancien du monde. Postojna compte aussi des couloirs latéraux plus calmes, épargnés par le flot de touristes. Nous retrouvons Andrej en compagnie du biologiste Slavko Polak, un fin connaisseur de la faune souterraine. Ensemble, ils sont à la recherche d'un petit animal surnommé ici poisson humain et qu'on ne trouve pratiquement qu'en Slovénie. Sur le chemin, nous découvrons le rideau. Il semble s'être figé pendant qu'il flottait au vent. Ce n'est bien sûr pas le cas. Goutte après goutte, un très fin filet d'eau court sur son arête depuis des centaines de milliers d'années, et chaque goutte a déposé une minuscule quantité de calcaire qui a fini par former cet étonnant rideau. Andrej et Slavko poursuivent leur quête du poisson humain. Ce petit animal peureux a tendance à se faire discret. Le voici, le protéanguillard, également appelé salamandre des grottes. Sa peau est sensible à la lumière. Il se nourrit de petits crustacés, de vers et de plancton. La particularité de la vie souterraine est le manque de nourriture. La production primaire ne peut pas avoir lieu faute de lumière du jour. Toute la nourriture doit donc venir de la surface. Elle peut par exemple être apportée par un cours d'eau souterrain ou par des animaux fréquentant occasionnellement la grotte. En raison de cette pénurie de nourriture,
Les animaux qui vivent ici sont très petits. En général, ils ne mesurent que quelques millimètres ou quelques centimètres. La seule exception est le protéanguillard, qui peut mesurer jusqu'à 25 centimètres. Ses pattes sont atrophiées, 3 doigts sur les pattes avant et 2 à l'arrière. Il est doté de branchies, pond des œufs et peut survivre plusieurs années sans nourriture. Ce sont les Slovènes qui l'ont appelé poisson humain. Il peut vivre jusqu'à 100 ans et figure sur la liste des espèces rares et menacées. Avec environ 130 espèces animales différentes, la grotte de Postojna est l'une des plus riches au monde. Elle est aussi le berceau de la biospéléologie, l'étude des animaux cavernicoles comme les scorpions, les crevettes, les araignées et les coléoptères. Aujourd'hui, il n'y a plus d'espèces apparentées au protéanguillard à la surface. Il y en avait probablement autrefois dans certains lacs profonds, mais elles ont vraisemblablement disparu pendant les périodes de grande sécheresse en Europe. Le protéanguillard a pu survivre dans le sud des Alpes en s'adaptant à son environnement obscur, mais aussi humide et sécurisé. Nous arrivons dans l'ancienne salle de bal. Valses et marches ont vraiment été jouées ici autrefois pour des milliers de visiteurs venus parfois de loin. On y donnait des fêtes légendaires à la bougie jusqu'à ce que la grotte soit électrifiée en 1884. Des personnalités de haut rang se croisaient ici, des rois, des reines et des aristocrates du monde entier. Dans la grotte de Krishna, Mitya et Andrei sont sur le chemin du retour. La grotte de Krishna est très intéressante pour plusieurs raisons. C'est l'une des plus belles grottes d'eau de Slovénie et peut-être même du monde. En raison de sa beauté et de son potentiel scientifique, elle me tient beaucoup à cœur. Ce dispositif permet de mesurer l'érosion des concrétions. Nous voulons étudier les concrétions calcaires, l'époque et les conditions dans lesquelles elles se sont formées. Cette rondelle a été exposée au courant de la rivière pendant environ 1 an. On peut voir la différence de couleur. À l'endroit où s'est effectué le dépôt, on a une concrétion d'1/10 de millimètre d'épaisseur et de couleur ocre. Alors qu'au milieu, où la planchette a été protégée, la couleur d'origine a été préservée. Mitya a mesuré l'érosion des concrétions calcaires. 2 centièmes de millimètre par an. Elles se forment à une vitesse légèrement plus élevée, mais le processus est limité à quelques jours pendant l'hiver. Cela signifie que la grotte est beaucoup plus fragile qu'il ne le pensait. Retour à Kachna Yama, la grotte aux serpents. Après 3 heures de descente, Franci et Borut touchent enfin le sol. En décembre 2008, la rivière a connu une crue particulièrement violente. Les appareils de mesure ont dû enregistrer des valeurs extrêmes. Ces données exceptionnelles fournissent des points de repère très précieux pour les scientifiques. Avec ces données, Franci pourra aussi déterminer si la rivière emprunte d'autres passages parallèles dans la grotte. Mais pour l'heure, il est déjà temps de remonter. Une longue ascension difficile de 4 heures attend les 2 scientifiques. Au pied du karst, côté italien, voici Trieste. Cette ville portuaire de l'Adriatique a longtemps connu des problèmes d'approvisionnement en eau. L'eau devait être acheminée par bateau, les ruisseaux et les rivières du karst ayant une fâcheuse tendance à disparaître dans le sol. Vers 1840,
les autorités décident de faire explorer systématiquement le plateau pour y trouver de l'eau. La grotte de Trebicciano semble alors particulièrement prometteuse. Voilà pourquoi on trouve aujourd'hui des échelles métalliques dans tout ce gouffre de plus de 300 mètres de profondeur. Cette installation très sophistiquée pour l'époque rend aujourd'hui encore de fiers services à Franci. La chaîne des Karavanke domine le nord de la Slovénie. Andrej se rend dans le massif des Alpes Kamnik, où il espère trouver une explication à l'apparition énigmatique des grottes à concrétion. La route est sinueuse et il faut monter à 1600 mètres d'altitude. Les Alpes Kamnik marquent la frontière de la Slovénie avec l'Autriche. La région a gardé toute son authenticité. Les cours d'eau ont profondément creusé les vallées de la région. L'un des versants du mont Radura abrite une grotte glaciaire appelée Snejna Jama. Découverte tardivement, en 1981, c'est dans le monde la grotte touristique située à la plus haute altitude. Elle a environ 12 millions d'années, soit beaucoup plus que les autres grottes de Slovénie. Et c'est précisément ce qui intéresse Andrej. Ce qui l'étonne en outre, c'est que cette grotte glaciaire présente aussi des concrétions minérales. Et celles-ci sont 2 fois plus anciennes que celles des autres grottes karstiques. C'est un vrai mystère. Retour à la grotte de Postojna. Découverte en 1818, on la baptise à l'époque grotte d'Adelsberg, un nom allemand, car elle se trouve sur le territoire de l'Empire austro-hongrois. Et très vite, un phénomène nouveau voit le jour, le tourisme spéléologique. Du jour au lendemain, la grotte devient une destination très courue, et elle le reste encore aujourd'hui. Le petit train part toutes les 2 heures. Il est loin le temps où les aristocrates se déplaçaient dans la grotte en chaise à porteurs. Une fois regroupés par langue, les visiteurs peuvent commencer le circuit, un tour de 2 km à la découverte de l'un des plus beaux sites souterrains de la planète. Cette partie du site, surnommée les Belles Grottes, a été découverte assez tardivement. Elle a ainsi été relativement épargnée par la suie des torches utilisées autrefois. Les concrétions les plus claires sont celles dont la croissance est la plus rapide. Le plafond de la salle aux petits tubes, appelée aussi salle des spaghettis, est garni d'une multitude de concrétions. Elles sont creuses à l'intérieur et à l'extrémité de chacune d'elles est suspendue une gouttelette. Les stalagmites les plus clairs croissent de 5 mm en 10 ans. C'est énorme. C'est dans cette salle monumentale qu'apparaît la Piuca. Le cours d'eau passe en contrebas des sections de la grotte ouvertes aux touristes.
Voilà déjà 2 heures que Franzi a entamé sa descente dans la grotte de Trebicciano. Pour une fois, il évolue seul car le parcours est sans danger. Au fond, nous retrouvons la Reka. Cette grotte de 330 mètres de profondeur a longtemps été considérée comme la plus profonde du monde. C'est ici qu'est placé le 3e enregistreur de données. Les informations recueillies dans ce boyau vont permettre à Franzi de mieux comprendre ce qui se produit dans les portions de la rivière inaccessibles entre la grotte de Kachna et celle-ci. Il y a 150 ans, la spéléologie était une aventure hasardeuse. Il a ainsi fallu 5 ans pour encastrer les barreaux nécessaires à la descente, avant de s'apercevoir que le gouffre était bien trop profond pour pouvoir alimenter Trieste avec l'eau de la Reka. La température ambiante est de 1 degré. Avançant sur une couche de glace épaisse de 15 mètres, Andrei veut comprendre le mystère des concrétions glacées de la grotte. Cette paroi rocheuse est recouverte d'une épaisse couche de concrétions calcaires. À cet endroit, nous avons de la roche liquide qui a durci en forme de concrétion calcaire et de l'eau, substance liquide qui s'est transformée en glace. Ces 2 éléments ne vont généralement pas ensemble. La concrétion calcaire se forme habituellement à basse altitude et à température ambiante. Mais ici, nous avons affaire à une concrétion calcaire apparue en altitude, recouverte d'eau à l'état solide. Et ces 2 substances nous racontent une histoire extraordinaire qui s'est déroulée dans cette grotte. La forme des concrétions de calcaire et de glace est presque identique. Au cœur de la grotte, Andrei traverse un véritable champ de décombres. Il s'agit de concrétions calcaires qui ont volé en éclats. Parmi elles, il découvre à un endroit des sédiments de grotte, du limon, du sable et des pierres, témoins d'une époque reculée. Andrei prélève des échantillons, dans l'espoir de réussir à les dater. La composition des sédiments va être analysée, mise en rapport avec la profondeur de la grotte, puis soigneusement consignée. Chaque information a son importance. Andrei estime que les sédiments sont vieux d'environ 4 millions d'années. Sa trouvaille suivante, de petits cailloux qui permettent aux chercheurs d'avancer une théorie audacieuse. La grotte serait plus ancienne que la montagne qui l'entoure. Comment est-ce possible ? Ici, nous avons des galets. Ce sont des cailloux arrondis qui ne sont pas faits de calcaire, mais de roches provenant d'une montagne voisine. Ces galets n'ont pu être arrondis que par le courant de la rivière qui les a transportés, ce qui prouve qu'un cours d'eau a coulé à travers cette grotte il y a longtemps. En d'autres termes, cette grotte s'est formée à une époque où la montagne était traversée de cours d'eau. Aujourd'hui, les rivières passent 1000 mètres plus bas, ce qui montre un changement radical de situation, par comparaison avec l'époque de l'apparition de la grotte. L'altitude était bien plus basse. Ça s'est donc passé avant que l'ensemble de la zone ne se soulève et que les montagnes ne se forment. La grotte est effectivement antérieure à la montagne, mais les trésors qu'elle renferme, les concrétions, sont amenés à disparaître.
Le destin de ces stalactites est déjà prédéterminé. L'hiver, le froid continuera à s'engouffrer dans la grotte. Le gel fera éclater les concrétions en petits fragments qui rouleront sur la pente et disparaîtront. Voilà ce qui se produira probablement dans le demi-million ou le million d'années à venir. Pour sortir de la grotte de Trevigiano, Franzi doit compter 3 heures d'ascension fastidieuse sur une échelle étroite. La spéléologie est aussi un sport d'endurance. Retour à l'Institut de recherche karstique de Postojna, où les travaux commencent à porter leurs fruits. Franzi va pouvoir exploiter ces nouvelles données. Le graphique présente 3 courbes. La ligne noire montre la hauteur de l'eau, la rouge indique sa température. On peut en suivre l'évolution quotidienne ou annuelle. Et là, la courbe bleue indique la conductivité. Ces courbes permettent aux chercheurs de préciser l'étendue du réseau des rivières souterraines ainsi que celui des grottes dans lesquelles elles évoluent. Mais régulièrement, de nouvelles énigmes sont à résoudre. Ainsi, au mois de décembre 2008, la grotte de Kachna a connu une crue sans précédent. La hauteur de l'eau a dépassé de 50 mètres les valeurs habituelles. Comment l'expliquer ? Et pourquoi ce raz-de-marée ne s'est-il pas propagé aux autres grottes? Le karst ne livre pas ses secrets aussi facilement. Pour les chercheurs qui consacrent leur existence à l'étude des grottes, c'est un défi très stimulant. D'ailleurs, Franzi et Andrei ont déjà un nouveau projet. Ils se préparent à descendre dans la grotte aux mouches, un gouffre de 60 mètres de profondeur seulement. À l'âge de bronze, un important lieu de culte était placé à l'entrée de la grotte et l'on y jetait des offrandes. Ce gouffre recèle donc encore quelques trésors cachés. Mais ça, c'est une autre histoire. Après la Slovénie, Montréal. C'est là que vous serez dans un instant pour une balade multiculti des plus énergétiques.